Bonjour, c'est Alexis Michel, spécialiste médias sociaux et créateur de contenu, entre autres avec le compte Bonne Bouffe Montréal. Et bienvenue pour ce nouvel épisode de Mangeons Marketing. Mangeons Marketing, c'est quoi pour ceux qui nous découvrent? Ceux qui nous écoutent en live, j'en parlerai juste après. C'est un balado qui a pour but de mettre en avant les personnes qui font l'agroalimentaire au Québec. Un, pour en savoir plus sur eux. Et deux, pour un petit peu démystifier ce qui se cache derrière les succès, les échecs. Aujourd'hui, on a un épisode un petit peu spécial, sachant qu'on est en live, on est en direct à Lac-Brome et on va tout simplement passer 1 heure ensemble environ. On a un très bel épisode qui s'en vient. Avant de commencer, je tiens à remercier La Grappe qui commandite ce balado. Donc, pour faire très simple, qu'est-ce que La Grappe? C'est tout simplement un collectif marketing spécialisé en agroalimentaire. Donc, si vous avez besoin de création de site internet, gestion des médias sociaux, création d'une image de marque, c'est clairement à eux qu'il faut faire appel. Et donc, là, j'ai une invitée qui va nous parler d'un sujet qu'on n'a pas encore abordé dans le balado. Il s'agit d'Anne-Marie Lemire. On va parler de vignoble, on va parler de vin. Bienvenue Anne-Marie, comment ça va? Ça va bien, merci. Merci de l'invitation. Ça fait plaisir. Donc, effectivement, comme on disait, configuration un petit peu exceptionnelle. On est en plein milieu d'un très beau parc à Knowlton, à Lac-Brome. Et aujourd'hui, on va un petit peu parler de tout ton univers, de tout ce qui constitue ta vie. La première question que j'ai envie d'aborder, on parle de vignoble au Québec, c'est pourquoi partir un vignoble au Québec? Qu'est-ce qui amène à se dire, OK, là, c'est bon, là, je pars un vignoble au Québec? Comment on en arrive là? Bien, premièrement, c'est pas moi qui a fondé le vignoble, c'est mon conjoint, Léon, qui malheureusement est décédé il y a 2 ans. Moi, je continue son projet. En fait, Léon, lui, il a une formation d'économiste et il avait été étudié aux États-Unis. Et pendant qu'il était là, bien, il y a eu un contrat avec un distributeur de vins, dont des grands vins. Les grands vins, à l'époque, ça coûtait pas 4 000 la bouteille. Là. Tu sais, c'était des prix élevés, mais abordables quand même. Donc, c'est là qu'il a connu, puis qu'il a commencé à boire des vins d'une excellente qualité. Et il a continué toute sa vie à collectionner des vins. Sa cave était extraordinaire. Alors, quand il a pris sa retraite plus tôt que la majorité des gens, 55 ans, de la Banque nationale, il a décidé de planter quelques vignes, juste pour voir. Okay. Et lui, c'était vraiment la passion du vin. Tu sais, c'était pas nécessairement la passion de la terre cultivée, mais il était très, très intéressé quand même par tout le processus. Il y a beaucoup de créativité puis d'art dans la transformation du raisin. Fait que c'est ça qui l'intéressait. Donc, il a planté quelques vignes à côté du chalet. Les vignes ont eu plus ou moins de croissance parce qu'à l'époque, on savait pas comment on allait faire pour vraiment protéger les vignes l'hiver. Donc, les vignes ont grandi, mais ça n'a pas donné beaucoup de raisins. C'était du Cabernet Franc en plus, un cépage assez difficile à cultiver dans des climats, des cool climates comme chez nous. Alors, nous, juste pour situer, on est juste en face du Lac-Brome, donc on est chanceux. C'est un lieu magnifique. Hein, ici, on est au parc à Lac-Brome. Là, chez nous, on voit toute la ville en face du lac. On est un peu en altitude, ce qui nous aide, mais ce qui nous a pas aidé assez pour conserver le Cabernet Franc. Fait qu'ensuite, on a planté tous les mêmes raisins que l'Ontario avait fait au départ. Donc, on a commencé à planter 4 000 plants et rapidement, on s'est rendu à 60 000 et on est maintenant rendu à 100 000. Okay. Donc, petit projet deviendra gros. Et puis, je pense pas qu'au début, ni Léon ni moi, on avait pensé se rendre jusque-là. Mais on était très enthousiastes et on n'a pas arrêté de planter. Alors, on est rendu avec 18 vins et 12 cépages différents. Donc, avant tout, c'est vraiment la passion du vin, le vin comme tel. Donc, au début, c'était vraiment, en tant que consommateur, le produit, vraiment le goût du produit, ouais. Comme quelqu'un qui, au début, s'intéresse aux montres et après se dit, peut-être que je vais m'intéresser à l'horlogerie et je vais commencer à regarder ce qui se cache derrière la montre. Donc là, il s'est dit, je m'y connais en termes de vin pour ma propre consommation, mais est-ce que j'irais pas de l'autre bord et de dire comment on crée du vin? C'était vraiment ça, c'était presque vouloir pousser le hobby à son maximum au départ. Oui, exactement. Tu sais, Léon, c'était un grand consommateur, pas un grand consommateur, mais un grand connaisseur. Ouais. Alors, Léon et moi, on dégustait ensemble. Lui, il avait une mémoire extraordinaire. Je lui servais un vin, il savait de quelle région il vient, quelle maison et quel millésime. S'il avait déjà goûté. S'il l'avait jamais goûté, il s'en rappelait un peu en fonction de l'AOC, mais c'était toujours vraiment pas très loin. Donc, c'est sûr qu'une fois que tu es tellement confortable à comprendre tous les mécanismes pour évaluer la qualité d'un vin,
ben, t'es pas loin de vouloir comprendre comment ça se fait du vin. Donc, on a planté, puis on a planté, et puis on a sorti nos premiers vins en 2004. OK. Puis ça, c'était comme 1000, 2000 bouteilles. 2005, je me suis joint à la boutique et puis on avait 4000 bouteilles, je pense, à ce moment-là. Puis là, maintenant, on est autour de 100 000. Alors, en 25 ans, c'est quand même une grande progression. On n'est pas le plus grand vignoble. Je pense pas qu'on va vouloir jamais le devenir, mais on est moyen, tu sais, Et pour au Québec. en combien d'années ça a pris pour aller partir de l'idée à première bouteille? Donc, c'est de 99 à 2004, c'est ça? Tu sais, en 99, le Cabernet Franc, on s'est vite aperçu que on n'irait pas loin avec ça. Alors, en 2000, la grosse plantation a déjà commencé. OK. Puis, quand tu plantes une vigne, ça te prend 4 ans d'avoir assez de raisin ou même du raisin pour pouvoir faire du vin. Puis après ça, ben ça te prend au moins 1 an à faire tes fermentations, élever le vin. Donc, les vignes qu'on a plantées en 2002, on a eu quelques bouteilles en 2004, mais à peine, et puis on en a eu surtout en 2005. Donc, ça prend au moins 4 ans à partir du moment où tu plantes. Et la première question qui me vient en tête, c'est est-ce que la première batch était bonne? Ça, c'est la question spontanée et ce serait correct que non, parce qu'on démarre, c'est ça qui est... Ouais, tu sais, moi, j'ai une bibliothèque, j'ai une pinothèque, donc j'ai gardé tous les millésimes. Ouais. Alors, ils sont exposés. Et puis, fréquemment, on va faire ce qu'on appelle des verticales. Fait que je vais choisir un vin, puis je vais le déguster sur plusieurs millésimes. Je te dirais que c'est pas toutes les bouteilles qui sont égales. Ben, c'est normal, ça aussi. C'est la réalité du terrain. Ouais, c'est ça. Et puis, à l'époque, on n'utilisait pas nécessairement les meilleurs bouchons. Alors, il y en a qui goûtent un peu le vinaigre, mais il y en a quelques-unes, des vieux millésimes, qui sont quand même... C'est surprenant. Ouais, surprenant. On est assez fiers de ça. Mais quand même, c'est pas... avec les années, on a gagné en connaissance pour pouvoir faire plus des vins de garde. Je pense que le moment où on s'est aperçu qu'on pouvait faire des vins de garde, c'était en 2010 où j'ai réouvert une bouteille de Baco 2006, puis là, on a fait « Wow, c'est incroyable, ce vin-là. C'est fantastique. » J'ai racheté toutes les bouteilles dans les restaurants que j'avais vendus et je les ai gardées et on les a ouverts en 2018. OK. Ce que j'avais gardé était extraordinaire. Fait que maintenant, on fait ça à chaque année pour voir... Autant pour vérifier, voir si nos bouchons sont de qualité, si la recette convenait. Il y a plein de choses qu'on vérifie avec ça. Et puis, juste pour voir si effectivement ça vieillit bien. Donc, chez nous, tu sais, c'est 8 ans un vin blanc, puis 10-12 ans un vin rouge. À date, là, de ce que j'ai vu, mais on a 25 ans. Donc, j'ai goûté à peu près un tiers des bouteilles. Que je peux dire oui, c'est vrai. Et donc, pour l'instant, la meilleure de tous les temps, c'est la 2006. Là, ça, c'est indétrônable. Dans le Baco, dans le reste, je te dirais, c'était un millésime où il faisait vraiment pas beau. On n'a pas compris 2011. OK. Il y a plus l'hiver était vraiment tellement fret, là. Tu sais, on se disait, mon Dieu, ça survivra pas. Et puis non, très beau millésime. Fait que, tu sais, des fois, dans l'agriculture, là, tu contrôles pas tout. Puis je te dirais que c'est une des choses que Léon et moi, on a trouvé le plus difficile au début. Quand tu es le moindrement cartésien, là, tu t'en vas dans l'agriculture. Puis là, il y a tellement d'affaires que, oui, tu peux bien mesurer, mais non, tu sais pas ce que ça va donner parce que il y en a pas trop d'algorithmes là-dessus. Peut-être qu'un jour, AI va nous permettre de faire ça. Et encore que je pense qu'on serait surpris parce que ça allait être une de mes questions, c'est que, tu sais, vous veniez du milieu bancaire, du milieu audiovisuel. Et là, on revient presque à un des premiers métiers du monde, même si la banque est un des premiers métiers du monde aussi. Mais là, on a les mains dans la terre. C'est quoi les grosses différences? Tu viens d'en citer une, qui est à savoir le côté où on a peut-être moins d'anticipation. On peut préparer plein d'éléments, mais à la fois, c'est ce qui est beau avec le vin, c'est que ton année 2024 va être peut-être très différente de ton année 2025 et sera très différente de ta 2006. C'est ça qui est beau. Est-ce qu'il y a d'autres paramètres où vous vous êtes dit... Là, c'est déstabilisant. Là, nous qui avons l'habitude de faire des projections, d'analyser, là, on ne comprend pas. Mais tu sais, comme Léon était un amateur puis il avait dégusté beaucoup, et moi aussi depuis que j'étais petite, on s'attendait à ça. Tu sais, moi, mon premier réflexe, ça a été « OK, je vais ramasser des données. » tu sais. Ben oui. Parce que avant, juste pour la petite histoire, je travaillais dans des cartes de crédit et là, on avait énormément de données sur tout le monde et tous les achats. Et puis là, je me suis dit « OK, je vais
avoir des données de température. Alors, on a acheté des sensors, on a mis ça partout. J'avais des tonnes de données là-dessus. Ensuite, j'essayais de regarder ça avec mes analyses chimiques, qu'on fait encore, là, mais je suis un petit peu moins maniaque maintenant. OK. Parce que j'ai mis comme une espèce de petit buffer d'incertitude, juste pour me calmer, parce que Et pour laisser à la je faisais nature. ça d'une façon, oui, exactement, boulimique. Là. J'étais madame météo, je pouvais te dire exactement qu'est-ce qu'il y avait, la température qu'il avait faite en 2009, telle date, là. Alors là, j'ai diminué un peu. Là, je laisse aller, puis je me dis, ben, le vin, c'est un produit qui prend beaucoup, beaucoup de temps, fait que prenons le temps. On déstresse un peu, tu sais. Ouais, parce que c'est comme tu disais, il y a des paramètres, même à des moments, entre guillemets, que monsieur et madame tout le monde ne vont peut-être même pas considérer. On en parlait en off, ne serait-ce que le bouchon. Mhm. Effectivement, ça peut avoir un lien énorme sur le vin. C'est-à-dire que chaque micro-étape, même si à des moments, c'est le même fournisseur de bouchons, le bois aussi est quelque chose Oui. de vivant. Donc, Ouais. tu vas peut-être avoir un ressenti soit justement exceptionnel. Des moments où on l'entend par rapport à un bouchon, on va avoir un goût qui sort de l'ordinaire. Tu as plein de micro-paramètres qui sont, Oui. comme tu disais, tu as dû lever le pied parce que ça Ouais. devient fou de Tu monitorer. sais, c'est un bon exemple, les bouchons, parce que nous, on utilisait des bouchons de plastique. Après ça, on est allé au vrai liège, et puis le liège en une pièce. Et puis, tu as certainement entendu parler de ça. Il y a eu une contamination au début, 2012 ou 2015, et nous, on a dû rappeler des bouteilles de vin parce OK. que un de nos bouchons avait été contaminé. Il a fallu rappeler 5000 bouteilles. Et puis, ça coûte très cher. Tu peux pas rien faire avec le vin après. Alors, ça, c'est des paramètres que tu connais peu aussi en commençant. T'apprends. Et on a vraiment cherché d'autres types de bouchons pour minimiser les risques que ça se reproduise. Mais c'est vraiment un risque qu'on avait peu évalué. Fait qu'il y en a beaucoup comme ça. Ok, parfait. C'est hyper intéressant. J'ai plein de questions là que j'ai notées, mais d'autres qui me viennent en même temps. Et forcément, ce qui me vient en tête, c'est plein de monde se pose des questions par rapport à ça. C'est aussi un vrai enjeu, mais qui peut être un avantage de ce que j'ai entendu par rapport au terroir québécois, c'est le climat. Est-ce que tu l'avais minimisé? Est-ce que tu savais à quoi t'attendre par rapport au climat? On sait que avoir un vignoble, c'est encore plus, ça met encore plus les lettres de noblesse au vin parce qu'il y a un combat qui est différent par rapport à d'autres régions du monde, comme en Italie, en Californie ou autre. C'est une approche qui est différente. Comment ça s'est passé? Ça, c'est vraiment intéressant parce que quand on a commencé, tous nos amis nous disaient « Ah, vous êtes complètement fous, l'hiver, blablabla ». C'est vrai qu'au début, c'était difficile parce qu'on savait pas trop comment protéger les vignes l'hiver. On protégeait avec du foin puis la paille, puis ça amenait plein d'autres problèmes. Mais à partir du moment où on a mis les toiles géotextiles, on a dormi sur nos deux oreilles tout l'hiver. Ce qui nous préoccupait plus après ça, c'était les gels printaniers. Okay. Alors, nous, comme j'ai dit tantôt, comme on est situé quand même assez en hauteur, 300 mètres à peu près, on a peu de gel printanier parce que, pour plusieurs raisons, on enlève les toiles, la protection plus tard que tout le monde parce que ici, dans la région, on a beaucoup de neige en mars, donc les vignes sont couvertes. Et puis, l'eau du lac nous protège. On a tout le vent du sud qui arrive à partir du printemps. Donc, on est moins touché, par exemple, tu vas être surpris que peut-être que mes amis en France. OK. Oui, en ce moment, et mes amis alsaciens, surtout. Et beaucoup Bordeaux a été très touché par les gels printaniers. Nous, on sait comment faire dans un gel printanier. Nous, on travaille avec des hélicoptères, on a fait des murailles de véhicules, on a toute une technique qui fonctionne quand même assez bien s'il fait pas trop froid, il faut s'entendre, à moins 10. C'est quoi la limite d'ailleurs? Ouais, c'est ça que j'allais demander. Moins 5 à peu près. OK. Ouais, à partir de là, à partir de moins 5, je vais me recoucher puis je vais faire des prières. Puis, OK, ouais. Il y a quand même un seuil critique où là, aïe, là, ça devient... Parce que quand tu travailles avec un hélicoptère, l'hélicoptère va voler à 40 pieds dans les airs. Et puis, il fait déjà 4 degrés de plus. Alors, on vient brasser l'air. Alors, le bourgeon est capable de prendre, dépendamment du stade, parfois jusqu'à moins 2. Donc, tu veux te rendre, tu veux te rendre à moins 2. Tu sais. Donc, s'il fait moins 4, puis il fait 4 en haut, tu vas te rendre à 0. Fait que là, tu vas être correct, tu sais, si tu mélanges comme il faut. Donc, c'est un processus qui est long. Là. On fait ça à partir de 3h30 la nuit. On finit à 7h, mais ça fonctionne assez bien. En Europe, comme ils n'ont pas d'habitude, ils savent pas trop qu'est-ce qui peut bien marcher pour eux. Donc, ils sont encore dans les essais et erreurs. Nous, là-dessus, au Québec,
On a fait nos classes, on sait quoi faire. Comme je te dis, on n'est pas toujours à même de réagir, puis parfois on perd des récoltes. Nous, on a eu 4 gels printaniers depuis 25 ans, c'est très peu. En France, ils ont eu ça quasiment dans les 4 dernières années. Hein? Ouais. Et puis, donc, c'est pas... nous, là-dessus, on est privilégiés, vraiment. Il y a aussi la grêle. Nous, on n'a pas de grêle. En France, il y a beaucoup de grêle. On a très peu de feu. On en a dans le Grand Nord. Ça va nous enfumer un peu, mais pas assez pour changer le goût. Alors, moi, je pense vraiment que depuis que le vignoble existe, maintenant, il y a une grosse différence et on est vraiment bien situé pour l'industrie viticole au Québec à cause de ces changements climatiques-là. En même temps, on ne sait pas où ça va nous mener, les changements climatiques, parce qu'une année est très différente de l'autre. C'est ça. On prend l'exemple de l'an passé où il a fait moins 22. Le plus froid, c'est moins 22. J'aurais pu ne pas couvrir aucune vigne, sauf les viniférants. Ça, c'est le chardonnay, le riesling, puis le pinot noir. Mais toutes mes autres vignes, les bourgeons survivent à moins 22. Mais on prédit jamais la température sur un mois, donc on prend pas de chance. On met l'étoile géotextile. L'année d'avant, par contre, j'avais eu mon record de froid en 25 ans. Alors, c'est vraiment les changements climatiques, c'est en dents de scie. Puis, tant que ça se replacera pas un peu, on prendra jamais la chance de pas mettre d'étoiles. T'es obligé de t'adapter, quoi qu'il arrive, en final. Ben, ouais, dans tous les aspects de la business, on est obligé de s'adapter. D'ailleurs, ça me vient direct en tête. Tu fais quoi quand tu perds des récoltes? Tu sais, par exemple, tu disais tu as 4 années. Ben, évidemment que ça a des conséquences économiques, mais à quel point, on va dire, qu'est-ce que ça implique? Est-ce que il y a des moments où tu peux pas sortir, tu peux pas honorer des commandes? Parce que c'est intéressant d'avoir ce... Ouais, c'est une question intéressante. Au début, tu sais, on vendait tellement tout ce qu'on faisait, puis on avait peur de pas vendre, fait qu'on vendait. Mais avec le temps, on est venu à gérer nos inventaires, donc essayer d'avoir toujours une même quantité de bouteilles à vendre par année, parce que les millésimes sont très différents. Je prends par exemple le millésime de l'an dernier, même s'il a fait très, très froid l'hiver, on a eu la 2e meilleure année à vie. Donc, j'ai fait beaucoup de vin. Et la RACJ nous permet aussi d'acheter la même quantité de raisins que ce qu'on est capable de produire. Alors, mes cuves étaient remplies. Alors, cette année, je vais avoir peut-être 1/3 de moins de l'an passé, mais j'ai beaucoup, beaucoup de bouteilles dans mon entrepôt. Okay, donc, il faut toujours gérer comme ça. Mais ça, c'est quelque chose aussi qui nous a beaucoup surpris, que ça devenait très intense quand on avait plusieurs années où c'était moyen comme récolte. Et surtout au début, j'imagine que c'est sûr que vu que c'est presque ta première année après qui te permet de faire le stock et ainsi de suite, si les 3 premières, il y a les gels à la 3 premières, là, tu dis... Oui, sauf que c'est vrai, sauf qu'en même temps, tu plantes en même temps que tu grandis. Donc, tu sais, il y a toujours une certaine augmentation. Là, j'ai pas planté du tout cette année, fait que ça va être les plants que j'ai plantés il y a 3 ans, dont je vais pouvoir récolter les fruits l'année prochaine ou un petit peu cette année, tu sais. OK, hyper intéressant. De manière générale, pour le grand public qui nous écoute, c'est quoi les grandes étapes, on va dire, vulgairement, pour partir un vignoble? C'est quoi qu'est-ce qu'il faut faire? On va dire, si demain matin, moi, je veux partir un vignoble, il y a le côté évident qu'il faut une terre, évidemment, il faut avoir une terre, mais par quoi on commence? Est-ce qu'il faut commencer par une analyse de sol? Est-ce qu'il faut déjà avoir une vision beaucoup plus lointaine de se dire, il faut ci, ça, il faut tel document? Est-ce qu'il y a un ordre? Ouais, en fait... Si je retournais la question puis je te disais, si tu me demandais, est-ce que tu ferais la même chose là, je te dirais, non, mais pas tout. Je planterais et tout, mais je ferais les choses très différemment parce qu'on pouvait pas prévoir il y a 25 ans que toute l'industrie agricole reliée à la vigne serait rendue où elle est rendue maintenant. La première chose à faire, c'est tu as trouvé une bonne terre, puis oui, tu as raison, faire des analyses de sol assez approfondies. Okay. Je vais te donner un exemple. Ici, là, dans Lac-Brome, on est une terre à roches. On a beaucoup, beaucoup de roches, puis on a du sable. Parce qu'on est aux confins de 2 lacs glaciaires. D'un côté, on a en plus les Montérégiennes. De l'autre côté, c'est les Appalaches. Alors, quand les 2 mers se sont retirées, la mer Champlain puis la Donnacona, ça a fait tomber plein de grosses roches dans tous les terrains. À partir de Donham, tout est rocheux ici. Alors, nous, on a planté sur une terre où il y avait des vaches avant. OK. Donc, ils ont voulu enlever un peu de grosses roches. Mais dans le temps, les fermiers, ils enterraient leurs grosses roches. Puis, les enfants, l'été, ils prenaient les petites roches, puis ils faisaient des walls de roches pour déterminer les lots pour les vaches.
Alors, on a d'un bord plein de walls de roches, puis de l'autre, dans le sol, plein de grosses roches. Mais au moment où nous, on a planté, on n'avait pas les appareils pour déterminer s'il y avait beaucoup de roches dans le sol où on plantait. Maintenant, il y en a. Et ça, c'est vraiment une chose que je ferais différemment. Je creuserais beaucoup plus profondément pour enlever ces grosses roches-là. L'autre chose que je ferais différemment, c'est que je planterais pour m'assurer un jour avoir la possibilité, si j'ai le désir, d'utiliser, de faire des travaux mécaniquement. Maintenant, en Europe, il y a plein de robots qui travaillent la nuit. Ça veut dire qu'il faut avoir pas de roches, il faut vraiment que ça soit très plat et il faut surtout que les rangs soient plantés droits. Nous autres, c'est pas compliqué, là. On se mettait au bout d'un rang, on déroulait une corde, puis on regardait du droite et là, on plante. La bonne vieille méthode, hein? Ben oui. Pas. Il y a des bouts où, tu sais, quand tu te mettais à rire à l'autre bout, là, mais là, c'est pas... Ouais, après, quand ça grandit. C'est ça, c'est ça. Donc... à un moment donné, on se disait, on va diminuer nos coûts, on va aller chercher une vendangeuse mécanique. Bien, écoute, la vendangeuse, elle se promenait dans le champ tout croche, elle n'arrivait pas parce qu'on n'est pas planté assez droit. Les rangs grandissent, rapetissent. Tu sais. Donc ça, c'est vraiment planter pour le futur, planter pour mécaniquement. Le reste, je m'engagerais un bon comptable parce qu'il y a beaucoup de rapports à faire. On est enseveli de rapports, pas juste dans l'agriculture, dans la transformation. Et nous, on répond à beaucoup de ministères. On répond au ministère des Finances qui gère la SAQ, au ministère, à la RACJ. On est ministère de la Santé parce que l'alcool, non, c'est pas très bon. On est aussi au gouvernement fédéral et ne pas oublier le MAPAC. Alors, tout ce beau monde-là ont des contrôles, viennent vérifier. Et puis, ça c'est vraiment plus compliqué. Et je dirais à la personne d'appeler tout de suite quelqu'un de la RACJ pour avoir un petit meeting avec eux pour comprendre les normes des évaluations qu'on a à chaque année. Et j'appellerai le Conseil des vins du Québec pour me faire expliquer tout ça. Pour directement, on va dire, s'aligner par rapport... Oui, parce que on peut nager vraiment beaucoup dans cette eau vaseuse-là, puis perdre énormément de temps. Puis, dans le fond, c'est pas ça qu'on veut faire quand on veut faire n'importe quelle culture. C'est complexe comme ça. Là, il faut gérer Mère Nature, il faut gérer tous les paramètres. En plus, il faut gérer plusieurs petits dossiers à remplir. D'ailleurs, par rapport à ça, ma question que j'avais en tête juste avant, elle était beaucoup plus large, mais même cet aspect-là est intéressant. Est-ce qu'en 25 ans, l'industrie des vignobles a beaucoup évolué au Québec dans les pratiques? Comme tu disais, avant, il y avait peut-être vraiment la vision plus artisanale. On fait tout à la main, ce qui est assez logique. Mais est-ce que même dans le côté réglementation, tu as grandi aussi avec cette réglementation? On le sait, il y a quoi? Il y a moins de 200 vignobles, on en parlait en off au Québec. Donc, j'imagine qu'il y a 25 ans, il y en avait techniquement beaucoup moins. Est-ce que tu as grandi et qu'il y a des trucs que tu n'aurais pas pu apprendre parce que tu l'as découvert aussi en même temps que les lois et l'encadrement s'est créé? Ou c'était déjà assez bien établi, on va dire? Tu sais, quand on a commencé, on était, je pense, le 5e vignoble. Fait que non, c'était pas bien établi. C'est ça, puis, non, on pensait pas qu'on pouvait faire un vin buvable au Québec. Fait que, en même temps, il y a un côté de ça où ça te donne plus de liberté parce que les gens savent pas trop quoi faire avec toi. C'est ça. D'un autre côté, si les gens se mettent à appliquer les règlements qui existaient depuis la Deuxième Guerre mondiale à la lettre, ben là, t'étais vraiment mal pris parce qu'on s'entend que c'était la prohibition, puis quand ça a été fait, donc ça correspond pas du tout. D'ailleurs, c'est quelque chose qu'on aimerait beaucoup faire, revoir les lois puis tous les règlements qui ont trait à la transformation du raisin parce que on a toujours l'impression d'être des grands bandits, alors que nous, on considère le vin tous comme un produit convivial. Et puis, oui, on est tous pour la modération, évidemment. On n'est pas des gens qui allons... on fait pas du vin avec du jus de raisin acheté Welch de l'épicerie. Là. Il y a un gros travail en arrière. Fait que oui, on aimerait... En fait, je te dirais qu'on aimerait que l'industrie... Moi, j'aurais aimé que l'industrie, que ces règlements-là aient changé davantage. Parce qu'il y en a beaucoup qui nous empêchent de progresser. C'est comme, par exemple, une des situations difficiles, c'est que nous, les vignobles du Québec, on n'a pas le droit de livrer à un particulier ou à une épicerie si c'est pas notre propre livreur. Donc, c'est vraiment dommage parce qu'il y a des gens en Gaspésie ou à la Melbé qui n'auront jamais accès. Si moi, je me rends pas en vacances parce que sans ça, c'est vrai, hein? J'ai jamais assez de mes produits pour justifier de payer cette livraison-là.
C'est difficile. Là, ils ont assoupli un peu la loi. Ça simplifie pas notre vie beaucoup, mais un petit peu. Alors qu'en Ontario, ça fait depuis, je crois, 2012 que tout ça est changé. Alors, est-ce que les Québécois ont une relation avec le vin plus dangereuse que celle des Ontariens? Je crois pas, là. C'est juste qu'il faut peut-être revoir les papiers, replonger dans ces papiers-là, parce que là, effectivement, c'est ça. t'as, on va dire, le terroir québécois qui se bloque lui-même aussi, parce que comme tu dis, tu as une clientèle qui peut même pas profiter de tes produits. Au final, c'est plus simple pour cette clientèle d'aller acheter plus facilement à l'épicerie, de prendre une bouteille de vin d'Italie, alors que toi, tu produis au Québec, pour le Québec en premier lieu, et tu es bloqué juste administrativement. Oui, effectivement, c'est ça. En fait, c'est beaucoup aussi pour encourager, pour nous encourager à vendre à la SAQ. On n'a pas un espace super grand à la SAQ. Heureusement, depuis que les vins américains sont plus sur les tablettes, on a un peu plus d'espace. Et merci tout le monde si vous avez acheté vin du Québec le 12 septembre et avant. On a vraiment besoin de ça, c'est important. Mais c'est pas garanti qu'on va garder notre espace quand les vins américains vont revenir. Alors, il y a toutes ces problématiques-là qui sont dommages, qui se régleront pas avec le temps et qui, à mon avis, ont pas assez évolué en 25 ans définitivement. C'est malheureux, mais je crois que on a sûrement d'autres chats à fouetter que ça qui sont plus importants. Puis je reconnais que, on peut réussir quand même, mais il faut être vraiment très créateur. Non, mais à la fois, c'est bien de le dire. Tu sais, comme on dit, chacun doit aussi prêcher pour sa paroisse. C'est comme ça qu'on fait avancer les choses, parce que c'est vrai que si personne le dit, et c'est pour ça que c'est bien de le dire, tu sais, les dossiers, qu'on le veuille ou non, ils n'avancent pas. Et le terroir québécois agroalimentaire, de manière générale, il est en hyper-croissance, hyper-accélération. Là, on le voit depuis les dernières années, particulièrement depuis la pandémie. On voit que, parce que c'est bien beau qu'une industrie accélère, mais s'il y a le public qui accélère moins, ça ne fonctionne pas. On en parlera d'ailleurs juste après au niveau des défis. J'ai des questions pour ça, mais c'est intéressant d'avoir ce point de vue, que les gens qui nous écoutent ou qui nous regardent se disent « Ah, mais c'est peut-être pour ça que moi, en Gaspésie, je ne peux pas. » Ou alors, pourquoi quand je leur écris sur Facebook ou autre, ils me disent « Non, je ne livrerai pas. » Ça va nous coûter, ça va vous coûter très cher à la caisse. Ça, Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de beaux produits de l'agriculture, de la transformation, de plus en plus. Les fromages, une petite fromagère, une grande fromagère en bas chez nous qui fait des fromages de brebis qui sont absolument excellents. Puis, je pense que avec tout ce qui se passe dans le monde, il est temps qu'on ressorte notre fierté des produits qu'on fait ici, parce qu'on a de quoi vraiment, comme on dit, à se péter les bretelles. Puis on le fait pas tant, puis c'est vraiment malheureux. On peut dire que les produits québécois sont toujours plus chers. Je me souviens plus à peu près à cette date-ci, c'est 16,75 le fromage, le salaire minimum. Ça prend beaucoup de ressources humaines pour le faire. Un fromage de qualité moyenne fait en France, le salaire minimum est quand même pas mal plus bas. Alors, on vit dans un milieu différent dont il faut absolument être conscient et qui explique souvent que nos produits soient plus chers, mais notre économie est comme ça. On est dans un coin de pays que veut pas, il faut climatiser puis chauffer. Il y a déjà des coûts, il y a déjà des infrastructures qui sont beaucoup plus chères à installer. Alors, si on veut continuer de grandir, il faut prendre ça en ligne de compte puis dire, quand j'achète québécois, j'ai investi dans l'économie du Québec et sur notre autonomie. Et dans sa gourmandise aussi, tout simplement. Moi, que je dis tout le temps, j'ai eu la chance, j'ai énormément voyagé. J'ai vu aussi plusieurs coins en Amérique du Nord. Est-ce que le Québec, j'ai jamais retrouvé l'équivalent du Québec ailleurs sur le continent nord-américain? On sent qu'il y a une vraie culture du bien manger, bien vivre. Il y a un art de la table au Québec qu'on ne retrouve pas ailleurs. Quand on va dans les autres provinces, oui, il y a des très belles choses aussi, mais le Québec est quand même une patte particulière, un vrai terroir au final, avec ses lettres de noblesse. Et je trouve qu'en Amérique du Nord, c'est pas quelque chose d'évident. Contrairement à d'autres continents. Donc ça, il ne faut pas avoir honte de se dire... Mais c'est aussi qu'on sait s'amuser ici. C'est ça, il y a plein de créativité, il y a plein aussi de curiosité qui amène à des moments... moi, ce que je trouve fort aussi au Québec, c'est qu'on est capable d'absorber, on va dire, la culture d'un endroit et de le retranscrire à sa façon. Pour moi, c'est aussi la grosse force du Québec. Ça permet d'avoir des produits juste excellents. C'est juste que les gens se sont tellement persuadés depuis 40, 50 ans de se dire OK, on n'a pas de terroir, que les gens y ont presque cru, sauf que
ça a changé depuis, donc il faut aussi laisser la chance à tout ça. Et c'est clair, factuellement, c'est vrai que si on ne peut pas se permettre, on ne peut pas se permettre, parce que c'est vrai que factuellement, c'est plus cher, mais quelqu'un qui peut se permettre à des moments de mettre 1 ou 2 dollars, il va absolument le ressentir. Je pense qu'on pourrait faire des dégustations à l'aveugle d'une multitude de produits. On va sentir qu'il y a quelque chose qui se passe de différent et sentir le travail. Donc, je trouve ça intéressant de parler, que ce soit le 12 septembre ou même, évidemment, toute l'année, de consommer québécois, même pas pour soutenir, parce que je ne sais plus qui c'est que j'avais reçu. Je crois que c'est Madeleine de Migneron qui me disait ça. J'aime pas ça encourager, parce que c'est juste que c'est bon, en fait. Et exact. Faut juste oser essayer. C'est pour vous. Soyez égoïste et consommez québécois, à la limite. Ça. Exactement. Il faut passer de l'étape où je vais t'encourager à « wow, j'aime assez tes poids, je me fais plaisir ». Exactement. C'est ça. Donc, c'est intéressant de toujours le rappeler. On le rappellera jamais assez, parce que c'est important de défendre son terroir et tout ça. Et ça m'amène en transition, parce que pour amener ce terroir-là, on est dans Mangeons Marketing, on va évidemment parler de marketing. Comme tu dis, toi, ça fait 25 ans, on en parlait un petit peu en off, que ça a énormément évolué, ta stratégie, et c'est super intéressant. Ça a été quoi la stratégie que vous avez fait en partant pour sortir du lot, faire parler de vous, et comment elle a évolué au fil de ces années? C'est quoi les gros leviers, les gros aspects que vous utilisez ou vous avez utilisés pour vous faire connaître? Tu sais, au début, comme je te disais, on était juste 5 vignobles, donc les gens ne croyaient pas trop en nos vins. Alors, les gens qui sont venus acheter nos bouteilles, c'était beaucoup les amis, et bizarrement, c'était tous des grands connaisseurs de vin, donc c'était comme « on va t'encourager », là. C'était vraiment ça. Bon, on appréciait ça aussi, parce que les bouteilles sortaient, puis on avait des commentaires, parce que ça, c'est vraiment important, toujours pour nous. Moi, j'ai des liens avec beaucoup de clients qui achètent des bouteilles. Puis là, je leur dis, faut que tu m'écrives quand tu l'ouvres. Achète-en 2, puis la prochaine, tu m'appelles pour me dire comment elle était. OK, incroyable. Oui, ça, c'est vraiment important pour moi. Donc, on a commencé au début à vraiment juste du bouche à oreille, puis les gens qui trouvaient ça fascinant de venir voir ce que c'était un petit vignoble, finalement. Puis peu à peu, moi, j'ai élaboré... Moi, je crois beaucoup au bouche à l'oreille, là, tu sais. Donc, c'est une stratégie de sous-sol d'église, je te dirais. Donc, on travaillait avec nos clients à développer un peu des gens qui pouvaient parler de nos produits à d'autres gens et puis faire agrandir la tarte de notre clientèle et puis faire en sorte que ces gens-là établissent un lien entre eux aussi. Tu sais, à l'époque, on pouvait pas recevoir autant de gens au vignoble, mais on faisait des parties. On était producteur de sirop d'érable aussi, je le suis encore. Fait qu'on faisait des parties de sirop d'érable, puis on servait notre vin. Puis les gens, ils bâtissaient des nouvelles amitiés, souvent en venant au vignoble. D'ailleurs, c'était un de nos objectifs. Pas vendre du vin, créer des nouvelles amitiés. Créer des connexions, et ça tombe bien parce que dans les moments de partage, le vin a sa place. Exact. Puis j'en ai beaucoup. J'en ai même qui se sont mariés, honnêtement. Okay. Chez nous, on a reçu toutes sortes de choses. Alors, les gens, ils venaient se marier chez nous. Ils venaient célébrer la vie de quelqu'un qui avait aimé, entre autres, un client son papa buvait la cuvée Julien à l'hôpital. Il apportait ça. Et puis, quand il est décédé, ils sont venus célébrer sa vie chez nous. J'ai eu plein de baptêmes. Fait que tu vois, c'est des choses très intimes. On continuait beaucoup la vie entre nous. Et puis, quand les médias sociaux sont arrivés, c'est un peu ça dont on parlait aussi. On voulait continuer ça. À l'époque, comme on parlait tantôt, c'était plus difficile aussi de montrer un peu le côté humain. On savait pas trop comment faire ça, le Facebook de ce monde, puis encore moins Instagram. Moi, je suis plus ou moins Instagram. Alors, on les a utilisés, mais la COVID a tout changé ça. La COVID a vraiment changé et l'attitude des clients et aussi la nature de notre relation avec les clients. Nos clients importants ont cessé de venir parce qu'au départ, nous autres, à la COVID, on était un service essentiel, donc on était ouvert, mais les gens venaient parce que c'était magnifique, la vue est fantastique, et puis là, ils attendaient 45 minutes pour être servis. Évidemment, ils étaient en colère. Souvent, mes employés avaient de la difficulté, finissaient les journées émotivement épuisés, et puis c'était pas du tout le côté zen qu'on avait voulu. Tu parlais le côté expérience qui est important. Ouais, exact. Pour nous, ça a toujours été ça, cette expérience humaine. On connaît tout le monde, tu sais.
Puis, fait que quand la COVID a terminé, ben là, puis moi aussi, tu sais, j'avais énormément de clients internationaux. Fait qu'eux, ils sont pas revenus non plus. Ils commencent juste à revenir. J'avais 30% de ma clientèle qui venait de l'extérieur. On avait une réputation vraiment internationale. À petite dose, on s'entend, là, mais tu sais, quand même. Ce qui est énorme déjà. Tu sais, as 30% du volume qui va à l'international, c'est conséquent. C'est ça. Alors, fait que là, il a tout fallu réapprendre. Puis les médias sociaux ont beaucoup changé après la COVID et ça change encore beaucoup. On a eu une étape où on était assez déstabilisés. On s'est fait un club d'ambassadeurs. Puis finalement, on s'est rendu compte qu'on avait déjà tellement plus d'ambassadeurs qu'on pensait, mais qu'il fallait trouver une autre façon de les rejoindre, tu sais. Fait qu'on on a fait quelques événements. Et puis là, on recommence plus encore avec un marketing de sous-sol d'église où vraiment la vision artisanale de la communication avec les clients. Alors, on revient à ça cette année de plus en plus. Fait que c'est difficile, ça a changé, puis ça va changer encore beaucoup. C'est intéressant ce que tu me dis parce que forcément, moi, en tant que spécialiste médias sociaux, je vois des leviers que tu utilisais qui ont juste pris une autre forme aujourd'hui. Tu parles beaucoup d'ambassadeurs. Donc moi, je peux faire que le parallèle avec le marketing d'influence qu'on connaît aujourd'hui, qui est en plein boom. D'ailleurs, là, cette année, c'est la première année que les retombées du marketing d'influence sont supérieures au marketing traditionnel. Et ce qui est intéressant, c'est que toi, tu l'as fait en bouche à oreille, spontanément à l'époque. Et là, on est en plein là-dedans. C'est-à-dire que la recommandation de quelqu'un de satisfait ou de quelqu'un qui a un autre lien avec un cercle, ça, c'est un des moyens super puissants de le faire. Après, c'est sûr que ce serait au Québec, ça serait peut-être de voir est-ce qu'il y a des sommeliers qui ont aussi une audience. C'est quelque chose que tu fais d'interagir avec des sommeliers ou autres. Ça, c'est pas encore assez sous-sol d'église. Toi, tu es vraiment niche. Mais à la fois, c'est intéressant. Est-ce que tu fais des événements, un peu des cercles d'influence privés comme ça pour recréer ça ou c'était vraiment naturel? C'est naturel. Ça se fait naturellement, vraiment. Et puis, moi, j'ai une clientèle assez variée, ce qui aussi amène une autre complexité. Tu sais, j'ai vraiment des clients de 25-35. Tu sais, j'en ai beaucoup dans toutes les... qui aiment différents vins. Là. Tu sais, on en a 18. C'est sûr que tu vas trouver un vin qui fait ton affaire. Fait que ça complexifie un peu. Mais moi, j'aime quand je fais des groupes mixtes, puis que là, il y a des nouvelles amitiés entre les différents groupes d'âge. Fait que moi, je crée pas d'événements en particulier, mais je circule beaucoup dans le vignoble en fin de journée et là, je parle à tout le monde et je vais souvent recréer des groupes. Je vais dire, un tel m'a parlé exactement de ce que vous me parlez. Ah, venez donc ici, puis on continue la discussion, tu sais. Fait que c'est comme... tu vas pas prendre un café, mais tu vas prendre un verre de vin, tu regardes la vue, t'es zen, puis là, tu rencontres du monde qui ont des idées similaires aux tiennes, tu sais. Tu fais des soirées réseautage spontanées, Je fais l'entremetteuse, ouais. C'est incroyable. Mais comment tu les fais converger Grâce à mes chiens. Les chiens sont incroyables, intermédiaires. Permettent d'attirer le Parce que nous, on est dog-friendly. Il y a beaucoup de chiens qui viennent chez nous. Ouais. Et moi, pour ceux qui sont déjà venus, savent que j'ai Charlie, qui est mon gros Airedale. Charlie est très calme, veut absolument aller rencontrer chacun des chiens. Alors, pour moi, qui est pas timide, mais réservé, c'est un bon moyen d'entrer en communication. Exact. Et puis, on a une chose en commun qui est très importante, et affectivement, monétairement et socialement. Incroyable. Alors, j'amorce ces conversations comme ça, puis finalement, de fil en aiguille, tout le monde finit par se parler, là, tu sais. Puis ça, c'est une des approches les plus faciles. Grâce à mes chiens, on a sorti d'ailleurs une collection au nom des chiens. J'ai vu ça, OK. Alors, je comprends mieux le lien complet maintenant. Oui, on a fait juste une soirée cette année, mais avant, on avait des soirées chiens, avec des photographes de chiens, des dresseurs, puis les gens venaient avec leurs chiens pour jaser avec les invités, tu sais. Incroyable. Alors, c'était juste le thème, là, mais... Et c'est intéressant ce que tu dis parce que pareil, ce que je te disais, que moi, ce que j'ai vu côté médias sociaux, et comme on se disait, ça a énormément évolué. Le lien humain, c'est ce qu'il y a de plus précieux et c'est ce que je déplore. Toi, c'est pas du tout par rapport à ce que tu me disais que tu faisais déjà il y a 25 ans, mais j'ai l'impression que le marketing traditionnel, on nous a beaucoup appris de manière théorique à vouloir jouer à une grosse entreprise et à se déshumaniser. Et on voit que là, on va plus vers comment on humanise une entreprise. On le voit même avec les géants de ce monde. Maintenant, on parle pas de Tesla, on parle d'Elon Musk, on parle pas de Amazon, on parle de Jeff Bezos. Maintenant, les gens font le chemin inverse de se rappeler que avant tout,
dans la vie, c'est toujours des humains qui parlent à d'autres humains. Et toi, c'est ce que tu fais super bien. C'est comme tu dis, tu fais converger des humains avec d'autres humains qui, eux, ensuite, parlent à leurs humains, qui parlent à leurs humains. C'est ça. Et ensuite, tout le monde... C'est comme une espèce de système de gestion des clients, mais par les clients eux-mêmes. Ouais. Là, tu sais, moi, je suis une maniaque pour mesurer la température, mais tu t'imagines, je suis maniaque pour mesurer ce que mes clients achètent, à quelle fréquence et tout. Ouais. Mais en même temps, même si je sais ça, je suis très consciente du fait que ça, c'est juste une partie de la réponse. Complètement. La vraie réponse, c'est pourquoi, puis dans quel contexte que tu as bu ces vins-là, puis que tu vas les racheter, ou pourquoi tu les rachètes pas, ou pourquoi tu l'aimes ou tu l'aimes pas. Et puis, est-ce que quand tu viens me visiter, c'est pour faire une visite avec moi, puis en apprendre beaucoup avec les membres de mon équipe, parce qu'on est une équipe très tricotée serrée, nous. Alors, tu viens pour ça, ou tu veux juste boire, tu veux juste voir la vue, puis... Mais si tu reviens, tu vas revenir pourquoi? Tu sais, parce que pour moi, le repeat est aussi important que le premier. Fait que si je bâtis pas de relation avec toi, j'ai moins de chances que tu reviennes ou que tu penses que ou que tu penses à moi quand tu vas aller à la SAQ. Tu sais. Fait que moi, quand j'utilise des médias sociaux, je suis très, très ciblée. Je sais d'où mes clients... d'où ils viennent, c'est quoi leur code postal, c'est quoi la fréquence, puis je cible beaucoup. Par rapport à l'année, tu sais déjà... Puis je regarde leur âge, puis je regarde sur Facebook, ils postent à quoi. Je sais que c'est pas tout le monde qui fait ça, là, mais je regarde vraiment le genre de personnes. Puis là encore, je fais une offre pour les gens qui ont des affaires, des intérêts communs, tu sais. Puis là, tous ces gens-là ne savent pas, mais ils se retrouvent dans le même paquet. En général, ils viennent à peu près en même temps. Puis tout ça. Est-ce que tu fais de la publicité sur les médias sociaux ou tu fais que de l'organique? Je fais un peu de publicité, oui, okay. Oui. Là, on en a fait une récemment parce que le 12 septembre, comme je disais tantôt, c'était Achète un vin du Québec. Et bizarrement, c'est l'anniversaire de Léon. Alors, pour nous autres, c'est une date qui est vraiment importante. Alors, cette année, j'ai fait de la radio à Longueuil et à Granby. Puis, j'ai utilisé des thèmes similaires, mais plus soft, parce que je ciblais une clientèle différente sur Facebook, mais avec un message similaire. Fait que j'avais une campagne qui était le non, 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 qui était acheter du vin local, c'est pas banal. Non, non, non. Alors, c'était comme juste un verre d'oreille aussi, ça restait beaucoup. Puis, on est très, très content du résultat. Alors, on en parlait au début, finalement... Moi, je fais comme un certain retour aux médias traditionnels, mais backé avec beaucoup, beaucoup d'informations puis d'analyse du côté humain. C'est ça. Et je pense que ça a toujours été ça. Et comme tu disais, les gens, quand ils vont au vignoble, en vrai, ils vont pas acheter une bouteille de vin. Non. Ils viennent vivre une expérience. Et ça a toujours été ça et les gens ont eu tendance à l'oublier. Donc, c'est encore plus vrai dans l'agroalimentaire où c'est une industrie profondément humaine. C'est le moment qui va aussi faire le produit. Donc, juste l'expérience, c'est cohérent avec ce que tu disais par rapport à la pandémie. Tu avais beaucoup d'attentes, tu n'avais pas l'expérience au complet. Donc, ça montre très bien que les gens, c'était pas juste du vin qu'ils venaient chercher. Ils venaient chercher un moment, une parenthèse, une histoire. Et c'est ce que devrait faire n'importe quelle marque, que ce soit vignoble ou autre. C'est quelle est votre histoire et qu'est-ce que vous voulez raconter au monde. Tu sais ce qu'ils viennent chercher le plus? La paix. Ouais, ça a l'air d'être parce que peu de gens savent ça, mais le vin, c'est vraiment... La viticulture, ça a toujours été un outil pour la paix. Mandela, il y a... quand il finalement... il est venu au pouvoir, il a voulu recréer l'image de son pays. Il a planté des vignobles, puis il a planté des vignobles, juste pour montrer que la paix est revenue. Israël, Cisjordanie, ils ont planté des vignobles. On s'entend que c'est plus ça maintenant, là. Mais entre les deux, pour que les gens israéliens, Cisjordaniens travaillent ensemble à la vigne. Ça a toujours été un outil pour la paix. Et puis aussi, les bouteilles ont toujours été quelque chose qui avait de la grande valeur. Donc, on voulait avoir du vin, il y a plusieurs dimensions, mais la paix, le vin a toujours été quelque chose, même dans les temps anciens, qui était beaucoup pour ça. Les banquets, la joie, la paix, ça marquait une réconciliation où ça marque le bonheur. Tu sais. Et puis, c'est cohérent entre aujourd'hui où tout va très vite. Oui. Là, tu as 2, 3, 4 ans. Tu sais, c'est aussi à l'antithèse de notre société. Oui. C'est-à-dire, pour l'apprécier, il faut du temps. Oui. Donc, comme tu dis, c'est très cohérent avec ce que tu dis. C'est un produit qui se mérite, entre guillemets.
De part et d'autre. Ouais, c'est ça, exactement. C'est ça. Mais super intéressant d'avoir ce point de vue-là. Et donc, tu dirais que ta stratégie, ça se répartit comment aujourd'hui? C'est quoi ton pourcentage dans les grandes lignes médias sociaux, événementiels? Est-ce que c'est très organique? Non, même en termes d'implication, en temps, on va dire, de volume. Écoute, tu vois, moi, je fais surtout des annonces sur les médias sociaux à partir du mois de septembre jusqu'au début décembre. Parce que c'est là que les ventes, entre autres à la SAQ chez nous, sont les plus importantes, parce que c'est les vendanges, on a plus de monde, le dernier trimestre. Donc, à ce moment-ci, c'est ça que je vais faire. Donc, je fais de la radio, je fais de la vente, mais je fais aussi tout un travail, un groupe de gens que j'ai choisi par trimestre, auprès de qui je fais surtout une stratégie d'image. Donc, je vais présenter qui on est, les émotions qu'on a quand on vient chez nous, qu'est-ce qu'on veut projeter. On pourrait prendre ce vin-là avec telle nourriture juste pour parler de l'expérience. Alors, j'ai comme un niveau comme ça où j'entretiens l'image, puis je parle de nous, et l'autre qui est incitation à la vente, où là, je suis plus agressive à partir de septembre à décembre. Et est-ce que tu as quand même une grosse stratégie de te mettre dans des restos ou autres, ou ça, justement, tu préfères garder quand même la concentration Écoute, les restos, j'ai arrêté aussi un peu parce que il y a eu beaucoup de faillites après la COVID et j'ai souffert beaucoup de ça parce que j'étais dans beaucoup de restos. Alors là, on est dans les restos avec qui ça fait longtemps qu'on travaille. Bientôt, on va recommencer. Il y a moins de vin aussi qui se consomme. On s'entend que la consommation du vin dans le monde a diminué de 20% à peu près, si c'est pas plus en Europe. Donc, il faut être assez ingénieux. Et puis les vins coûtent plus cher. Donc, dans les restaurants, c'est plus difficile. Ils vont aller plus vers des IGP, donc des importations privées, pas IGP, mais des importations privées, des IP, où ils peuvent demander le prix qu'ils veulent. Appliquer, parce qu'il faut qu'ils appliquent leur marge effectivement après. Ouais. On s'entend que le vin, c'est ça qui permet à un restaurant de survivre. Moi, je suis pas nécessairement contre ça parce que c'est vraiment... C'est plus difficile d'augmenter tes prix pour un repas que de choisir des vins que personne connaît, mais de bonne qualité. Il y en a quand même des aubaines, puis de les offrir à un prix qui te permet, en tant que restaurateur, de survivre. Alors, c'est ça la mathématique des restaurants, là. C'est pour ça qu'on paye plus cher dans les restaurants. Exact. Mais donc toi, tu as quand même décidé, et c'est intéressant parce que c'est ce qu'on voit beaucoup de plus en plus, de reprendre le pouvoir sur comment toi, t'alimentes ton circuit de vente aussi. Parce qu'effectivement, comme tu dis, si tu rajoutes des inconnus, tu sais, si toi, tu n'as pas la main sur ce qui se passe et si tu vois qu'il y a des faillites, ça peut te chambouler ton chiffre d'affaires et tes projections aussi. Donc là, tu restes vraiment sur des partenaires de confiance que depuis nombreuses années. Bons payeurs. Voilà, c'est ça. Comme ça, tu sais que ça roule, que tu as le volume qui est le même, on va dire, suivant la saisonnalité. Et on n'est pas exactement Enfin, on est quand même dans la consommation marketing, mais je suis curieux de ça. Donc, au-delà de ça, est-ce que tu vois qu'il y a des éléments particuliers, des moments dans l'année où les gens consomment plus de vin? Au Québec, au-delà, évidemment, tu as les fêtes de fin d'année, mais est-ce qu'il y a des moments où tu vois des pics sur des moments où tu te dis « Waouh !» On n'imaginerait pas, on va dire. Écoute, ici, en dégustation au Friand, aujourd'hui, on a notre muse. Et le muse, c'est un vin mousseux qu'on fait en méthode traditionnelle. Donc, on le dégorge. Le dégorgement, c'est le mécanisme par lequel on va se débarrasser de la lie dans la bouteille. Là, je rentrerai pas dans les détails. Mais nous, on dégorge 4 fois en prévision des moments où les gens achètent le plus de vin. Et pas seulement du vin mousseux, mais achètent plus de vin. Donc, à Noël, à Pâques, à ma fête et à la rentrée. En fait, à la fin de l'année où on célèbre comme l'été. L'été fini, on va faire des gros barbecues. C'est le dernier barbecue de l'été. Tu vois, c'est pour ça que je te posais la question parce que ça, je ne l'aurais pas anticipé. OK, il y a vraiment un moment de espèce de célébration. Retour. On retourne à la SAQ, puis on va faire des parties parce qu'on n'en a plus pour longtemps. Alors, il va se vendre plus de bière, puis il va se vendre plus de vin à ce moment-là. Pour nous, en tout cas, définitivement. Non, mais c'est hyper intéressant parce que Noël, c'est sûr qu'on le sait, c'est des moments forts pour autant même l'alcool en général que les mocktails. Mais tu vois, je n'avais pas cette info de... Tu n'avais pas ma fête non plus. Ouais, non, j'avais pas ta fête. Moi, j'aurais pu m'en douter. Mais c'est vrai que, de terminer, OK, on clore l'été, donc ça se transmet par une
une consommation plus importante. C'est hyper intéressant. Est-ce que c'est pareil chaque année à peu près? Tu revois les moments? Oui, pas mal. Ouais. Ma fête est toujours le 17 juillet. Ça, c'est le pic, c'est le summum dans le CRM. On voit, OK, là, qu'est-ce qui se passe? Non, mais c'est super intéressant. Ben, merci de nous avoir éclairé sur la portion marketing. Là, j'ai une autre catégorie. On a un petit peu abordé tantôt. C'était les défis rencontrés, même si je t'ai déjà posé des questions par rapport à ça. C'est quoi sur 25 ans, là, cette fois-ci, on va dire, si tu as en tête, on va dire, les gros défis que tu as rencontrés avec le vignoble, c'est quoi les plus marquants que tu te dis, OK? Pour moi, là, pas pour le vignoble, c'est quand mon conjoint était malade. Alors, ça, c'était difficile parce qu'il a passé 2 ans paralysé. Donc, gérer le vignoble en m'occupant de lui au niveau personnel, c'était ça le plus difficile. À part ça, je te dirais, c'est le premier gel printanier auquel on a fait face, où à l'époque, tout ce qu'on savait faire, c'était des feux. Et puis, maintenant, on sait que si tu veux que les feux soient efficaces, il faut que tu aies 200 feux à l'hectare. Et puis, nous, on a 16 hectares plantés. Alors, quand on s'est rendu compte de ça, on a dit « Wow, on s'est trompé, hein? On a tout fait ça pour rien. » Et puis, c'était dangereux parce qu'on utilisait de la paille à l'époque. Comment tu fais quand tu dis feu, c'est un feu, quoi? C'est un feu. Chez nous, tu sais, oui, on fait un feu dans le milieu du rang. Là. On a fait un à tous les 20 pieds. Ah ouais, c'est ça, là, tu te promènes avec ton extincteur parce que tu as mis du foin pour protéger tes vignes. Donc, tu t'imagines, le foin est sec, une étincelle, puis ça finit là. Ça. Alors, c'était très... ça, c'était vraiment énervant. Puis c'est plein de fumée, là, tu travailles. Il faut quasiment des goggles pour voir... tu sais, maintenant, on aurait des lunettes pour voir dans le noir parce que c'était vraiment tragique. Là, du vignoble. Alors, ça a été vraiment un des moments les plus difficiles. Oh, on fait quoi, tu sais. Puis après ça, on a découvert les hélicoptères parce que les hélicoptères, on a fait ça parce que les pomiculteurs font ça. Okay. Certains pomiculteurs. On s'est dit, wow, peut-être que ça marcherait chez nous. Puis oui, ça a marché. Donc après ça, je connaissais la routine. Fait que les 2 derniers gels, pour moi, c'était pas compliqué. Une fois que tu as vécu entre guillemets. Tu fais ça, t'appelles le pilote et puis voilà, tu sais. Ouais. Donc ça, c'était les 2 gros moments, effectivement, où tu t'es dit, à l'échelle en 25 ans, là, c'est des moments difficiles. C'est ça, oui. Okay. Ouais. Parfait. Et c'est un petit peu lié, on le sait, c'est l'agroalimentaire, l'agriculture, c'est quand même des milieux très demandants. Est-ce que c'est facile de concilier vie pro et vie perso ou le pro et le perso? Vie perso. Voilà, c'est ça. De quoi tu parles? C'est ça que je me demandais. Ça, c'est intéressant parce que j'essaie depuis 2 ans de jouer au pickleball et je n'ai joué que 4 parties. Croyez-le ou non, j'ai jamais réussi. Les deux s'entremêlent directement. Non, c'est ça. Tu sais, finalement, à chaque fois que je veux faire quelque chose. Là, je commence un petit peu plus, mais vraiment, non, c'est 365 jours. Nous, on est ouvert l'hiver aussi, mais même si on n'était pas ouvert, c'est beaucoup de travail. L'hiver, il faut faire les vins. Il faut toujours répondre aux demandes de la SAQ. Donc, la SAQ, c'est souvent... il y a des dates précises pour remettre les vins. Donc, on ferme au public en janvier. On prend 2 semaines à Noël, mais autrement, ça roule tout le temps encore. Ouais. En plus, tu gères et tu gères de l'imprévu constamment. C'est ça, puis je fais du sirop. Fait que, tu sais, là, ça repart en février. Il faut nettoyer les lignes, puis blablabla, là. Je la pose toujours, cette question, mais c'est toujours intéressant parce que j'ai la même réponse. L'agriculture, c'est sûr. Hein? Oui, ça me surprend c'est quand même toujours très intéressant. Mais tu sais, en même temps, là, c'est vraiment un travail passionnant. Là. Ouais. Moi, je suis très là-dessus. Là. Quand je fais des visites, les gens sont comme « Ouais, vous êtes passionné. Ouais, j'adore ça. » Il n'y a pas beaucoup de business où tu peux avoir la créativité, la science, mélanger de l'art ensemble. C'est ça. Comme faire du vin, là. Vraiment pas. Rencontrer des gens extraordinaires, tu sais. C'est, en même temps, des fois, je me dis, je sors pas parce que je suis vraiment très comblée où je suis. Tu sais, je rencontre du monde le fun. J'ai toujours des défis dans l'agricole. C'est comme, tu sais, en ce moment, là, on a eu la pire sécheresse qu'on a eue depuis 25 ans, là. 6 semaines, 5 mm de pluie, ça, c'est horrible pour nous. Qu'est-ce qu'on fait? Comment? On peut pas arroser, on peut pas trouver 10 000 gallons, c'est ça que ça nous prendrait minimum, tu sais. Alors, on fait quoi? Alors, il y a toutes sortes
Comment tu fais d'ailleurs quand il se passe ça? Ben là, cette année, on n'a pas fait grand-chose. On avait assez de feuilles dans la majorité de nos cépages. Ce qui nous a embêtés, c'est que même la nuit, c'était très chaud. Alors, si au moins ça s'était rafraîchi, puis on avait un peu de rosée, mais non, ça a pris quand même plusieurs semaines avant qu'on en ait. Donc, les raisins, l'analyse chimique des raisins est quelque chose qu'on n'a jamais connu. Fait qu'on va falloir aviser au chai. Ouais, ça, il y a beaucoup de... J'ai l'impression dans le vin où tu dois juste croiser les doigts, des moments comme tu disais, c'est-à-dire prier pour que ça se passe bien, même si tu peux tout mettre de ton bord, à des moments, tu as des zones d'inconnu, comme tu dis, si tu dépasses la température en hiver, si tu fais tout ce que tu peux, ça descend trop, mais à la fois, l'autre inverse, si ça chauffe trop, ça peut être compliqué mais, aussi. Juste des fois, dans l'agriculture, parce que moi, je vis dans la vigne, là, mais c'est pas en voulant faire une solution qui appartient à l'agriculture que tu vas trouver une solution. D'autres fois, c'est quand tu essaies de te poser des questions sur, mettons, qu'est-ce qu'un ingénieur aéronautique ferait pour résoudre cette question-là s'il connaît pas l'agricole? Mais si tu en as un de tes amis qui est là-dedans, appelle-le. D'avoir son approche, et son regard sur... Parce que c'est complètement différent. Tu vas, après ma barre, trouver ça complètement fou. Mais après ça, tu vas y penser, puis tu vas dire, OK, peut-être que moi, ce petit bout-là, je peux adopter ça. Puis c'est comme ça qu'on fait évoluer avec toutes les différentes sciences, même les sciences de tout ce qui se passe au chai, la vinification, ça se passe comme ça. Tu peux appliquer des affaires dans la science de la nourriture qui s'appliquent pas du tout au vin, mais il y a une parenté, puis c'est comme, OK, ça a avancé beaucoup, tout ce qui est analyse des arômes qui vont ensemble ou qui vont pas ensemble, puis tout ça. Il y a des choses intéressantes dont on peut s'inspirer. C'est jamais stagnant, cette industrie-là. C'est ça qui est intéressant, c'est au croisement, comme tu disais, c'est entre la science et l'art, parce qu'il y a des paramètres où, là, on prend l'exemple du vin qui a une année qui va pas goûter comme l'autre, mais même quelqu'un qui fait pousser des légumes, il peut avoir le même procédé, et deux personnes peuvent avoir le même procédé et être à 20 km et pas avoir la même tomate, par exemple, même loin de là, même c'est même quasiment certain qu'ils vont pas avoir la même tomate. C'est ça qui est fascinant dans cette industrie, c'est qu'il y a une partie d'inconnu qu'on essaye d'un peu plus connaître, mais qu'à la fois, des fois, quand on connaît trop, des fois, on le voit quand on veut reproduire artificiellement même des saveurs, même si la science le fait très bien, ça goûte pas une tomate qu'on va des fois ramasser, par exemple, dans le sol avec quelqu'un qui a rien monitoré, qui a une tomate qui va sortir de nulle part. C'est ça qui est intéressant, c'est peut-être le croisement parfait entre ce que l'homme sait et ce que l'homme ne saura jamais. Oui, complètement. Puis aussi, ça sous-entend que c'est mieux de consulter beaucoup de monde, tu sais. Bien sûr. Moi, tu sais, des fois, tous les vendredis, je prends des échantillons dans les barils ou dans les cuves. Puis là, je fais des assemblages, tu sais. Puis là, j'ai fait goûter à toute l'équipe. Je vais chercher mes travailleurs dans le champ, là, goûte à ça, t'aimes-tu ça, là. Puis c'est comme ça qu'au bout de 5 ans, on a des nouveaux vins. Oui. Et puis, je me fie jamais uniquement à moi, parce que une journée où je suis pas de bonne humeur, ma salive, elle sera pas pareille, puis je serai absolument pas capable de bien goûter. Même si je suis une très bonne dégustatrice, là, vraiment, si ça file pas, ça file pas. Alors, tu sais, puis les gars dégustent pas contre les filles, les gars jeunes. Si t'as fumé, tu dégustes pas comme un non-fumeur. Si t'as fumé, tu vas aller chercher des vins avec beaucoup de tanins parce que le tabac te rappelait ça. Tu sais, ça dépend beaucoup de l'expérience qu'on a. Puis quand t'as une équipe très variée comme la mienne, c'est vraiment enrichissant. Il y a beaucoup d'affaires que je vais laisser tomber parce que, moi, je pensais que c'était excellent. Puis 80% de la gang dit non. OK, on passe à d'autres choses, tu sais. Ça dépend... tu sais, tout ce qui est nourriture, tout ce qui est bouche... C'est du point de vue, c'est ça. Ça dépend de ce que tu as déjà goûté avant, ça dépend de ton état d'âme, ça dépend de la pression atmosphérique. Ça aussi, il y a énormément, même dans le produit fini, énormément, et dans l'expérience de dégustation, il y a plein de variables que je contrôlerai pas. Moi, chez nous, si j'ai un couple de clients qui est en train de se chicaner, je vais aller les voir.
Allez les voir. Là, Parce que là, ça sera pas bon, là, Ouais, hein? Ça marche pas, là, tu sais. On peut-tu, garde, je vais te raconter une blague, ça va-tu changer, là, tu sais, puis Et embrouillez-vous ça, là. après avoir quitté le vignoble. Exactement, mais profitez. là, c'est pas le temps. Avez-vous vu la vue? Comment vous pouvez être de mauvaise humeur avec la vue qu'il y a ici, là, tu sais? C'est hyper Finalement, je m'amuse à les faire rigoler, puis on change tout ça, là, mais c'est interdit d'être de mauvaise humeur chez nous, hein? Puis le staff, c'est la même chose. on va le reprocher au produit alors que... Ben, c'est exactement. Écoute, un jour, j'ai un client de longue date qui m'appelle puis qui me dit, écoute, Anne-Marie, la cuvée Julien, c'est un vin qu'on fait plus maintenant. Je dis, j'ai une bouteille, c'était vraiment pas bon, là. Comment ça? Je dis, ça se peut. Il y a dans le monde 3% des bouteilles qui sont pas bonnes, là. Viens me reporter, on va la déguster ensemble. Il reste à Bromont, fait qu'il arrive. Je dis, voyons, il est excellent, ce vin-là. Qu'est-ce que t'as? Je raconte-moi. Avec qui tu buvais? Qu'est-ce qui se passait? Ben, il buvait avec sa belle-mère. Ils ont eu une méchante chicane. Ils ont cogné sa table. Il est pas bon, ce vin-là. Ils sont repartis. Fait que là, je dis, écoute, regarde, je vais t'en donner un autre. Invite ta belle-mère, puis fais la paix, OK? Tu vas voir, il est bon, ce vin-là. Là, tu fais un message au monde qui écoute ce balado. Évitez peut-être. C'est ça. C'est ça. Ah, mais c'est super intéressant. Mais c'est vrai qu'il y a tellement de paramètres. C'est comme le pain. Moi, mon père, à la base, était boulanger. Et Ah oui, c'est pareil. le pain, faire du pain en France, ça paraît cliché, mais après, j'ai vécu en Australie et manger même le meilleur pain en Australie, c'est pas pareil. Ben non, c'est de la bannique en Australie. La levure est tellement, c'est vivant, donc gérer des paramètres atmosphériques à un autre endroit dans le monde, ça n'a rien à voir. Leur farine n'est pas la même du tout. C'est pas la non même, plus, donc là. tu sentais même pas la même expérience. Donc, mais ça, je l'avais pas. Par contre, le côté l'humeur influence le vin, donc très très bon à savoir. Et on a un petit peu parlé là, de l'ouverture au monde. Là, je vais préciser plus une question dans le sens où comment vous vous positionnez dans un marché qui est quand même très international, où il y a les consommateurs qui ont beaucoup de réflexes depuis des dizaines d'années avec les vins européens, éventuellement californiens. Comment, sans parler au nom de tous les vignobles québécois, mais comment vous placez par rapport à ça? Ouais. Ben, nous, tu sais, d'abord, on a voulu faire des vins plus traditionnels. Ouais. Nous, notre référence, c'était la France, l'Italie, parce que moi, j'aime beaucoup les vins italiens. Et puis, la personne avec qui on travaillait au départ, Jean-Paul Martin, qui était notre vinificateur, notre maître de chai et tout, lui, c'était un Français. Donc, on a commencé comme ça. Il nous a suivis pendant très longtemps. C'est beaucoup lui qui a fait nos recettes. On le remercie d'ailleurs. Il a réussi à faire des vins qui correspondaient à nos attentes, tu sais. Alors, on faisait du vin et Léon disait toujours, nous, on fait pas du vin du Québec, on fait du vin au Québec. Ouais. Alors, lui, sa position, c'était vraiment que on avait un terroir particulier, puis c'est vrai que le Québec aussi avait un terroir particulier et moi, mes meilleures ventes, je les fais en SAQ quand je suis à côté des vins internationaux. Alors, on est connu pour ça, puis les gens, ils nous achètent dans ce sens-là. Maintenant, c'est sûr que là, puisque la consommation de vin a beaucoup diminué, ben la compétition est de plus en plus grande entre nous. Mais moi, ma position par rapport à ça, c'est j'aime pas me comparer aux autres. J'aime suivre qu'est-ce que j'ai défini comme notre mission, nos valeurs, qu'est-ce qu'on veut faire. Puis je sais très bien qu'il va y avoir des années plus difficiles parce qu'il va y avoir des petits nouveaux qui vont faire. Moi, j'en fais certains les vins plus légers et tout parce que c'est intéressant. Mais c'est pas ça le core de ma business. Et je pense que ces vins traditionnels-là, ils vont aussi revenir à la mode. Ça va être de plus en plus recherché, c'est ça. Surtout que nous, on fait beaucoup des vins de garde. Et un des grands plaisirs dans le vin, c'est d'acheter 6 bouteilles du même millésime puis les déguster à des moments très, très différents puis voir comment le vin a évolué dans la bouteille parce que combien d'années il faut attendre, on va dire, par curiosité? Imaginons, j'en achète 6. Ouais, tu sais, comme tu achètes 6 Baco 2000, en ce moment, c'est du 2021 qu'on a à vendre, fait que il y a déjà 4 ans. Tu peux attendre, dis-moi, à tous les 2 ans, prendre. OK, tous les 2 ans. On fait un vin, j'en ai pas en ce moment, mais le XP qui, lui,
lui, est fait comme une Amarone. Et lui, tu peux attendre 10 ans. OK. Dans le vin, il y a déjà du 2011. Alors, c'est déjà un vieux vin. Alors, c'est pour les gens qui aiment les notes cuivrées, puis beaucoup la figue qu'on fait ce vin-là. C'est vieux vin, vraiment. Fait que ça dépend des vins, mais en général, les rouges, on vend déjà 4 ans d'âge. Fait que tu attends un autre 4 ans, puis où tu commences déjà, mais à tous les 2 ans, tu bois. Là. Très cool. Tu dégustes. Et en parlant de 10 ans, c'était ma prochaine question. Où tu te vois dans 10 ans? Ça va dépendre de ma santé, tu sais. Quand même, je vais voir qu'est-ce qui va se passer. Je vais voir si j'ai encore l'énergie physique. C'est sûr que moi, je suis une passionnée de vin, puis ça m'intéresse toujours. Maintenant, il y a les 2 fils de Léon, depuis son décès, qui sont silencieux comme financiers, comme participants, mais qui éventuellement un jour à qui je vais passer le flambeau, j'espère, parce qu'il y a quand même une dimension aussi familiale. Moi, mes enfants, moi, ils ont aussi leur vie. C'est des grands amateurs de vin, mais ils sont plutôt nomades. Fait que je pense pas Mais il y a qu'ils quand vont même, ça fait vouloir le conducteur s'asseoir, du vin, alors, quoi qu'il arrive. Hein. Oui. Mais il y avait ça déjà dans ma famille. Tu sais, moi, mon père, à 5 ans, il nous faisait déguster le vin parce que sa philosophie à lui, c'était si tu dégustes du bon vin, t'en boiras pas du cheap puis tu te saouleras pas au vin. On s'est tous saoulés à la bière, là, mais quand même. Fait que, tu sais, mais c'est pas fou comme philosophie parce qu'on a appris que le vin, c'était vraiment, ça prenait beaucoup de temps à faire. Puis, tu sais, mon père aimait particulièrement les fromages puants. Tu sais, à l'époque, il y avait juste le Oka, pour ceux qui s'en souviennent, ça puait à mort, le Oka. Alors, lui, il fallait un vin qui aille avec le Oka, donc assez structuré. Et puis, il faisait du millage pour trouver ces vins dans les commissions des liqueurs dans le temps. Dès qu'on allait aux États-Unis, il se rapportait quelques bouteilles. Là. C'était pas un grand buveur de vin, mais tous les week-ends, on avait notre bouteille de vin rouge. Fait que, ouais. Puis là, il nous montrait comment servir le vin avec la serviette et tout, le décorum. Les règles de l'art. Pour être bien certain qu'on a compris que le vin, c'était spécial. Tu sais. Et regarde, tu vois, ça a fonctionné. Regarde, tu m'en parles là aujourd'hui. C'est ça. Mais très intéressant. Et de manière générale, tu la vois où, l'industrie au Québec, l'industrie viticole? Écoute, moi, je suis très fière de l'industrie viticole. Je bois beaucoup de vin du Québec. Je bois beaucoup d'autres bouteilles aussi pour voir ce que les autres font. Mais je trouve que l'industrie du Québec, c'est vraiment renouvelé, qu'il y a des produits de grande qualité, vraiment. Il y en aura toujours des moins bons, comme il y en a des moins bons en Italie puis partout dans le monde, là, tu sais, c'est sûr. Mais il y en a vraiment qui sont excellents. Puis, moi, je pense qu'on est sur la bonne voie puis qu'il va falloir que les Québécois, il faut que les Québécois continuent d'acheter québécois. Puis je l'ai dit au début, travailler cette fierté-là. On est un peuple qui, de Gaulois, on a survécu à toutes sortes de crises. Là, on en vit une autre avec nos voisins. On est bien placé pour survivre, nous, parce qu'on a l'habitude de se serrer les coudes. Quand ça va mal, ben il faut se serrer dans l'alimentaire comme dans tous les autres produits de consommation qu'on produit ici, là. Très, très cool. Un beau message pour l'industrie qui, effectivement, cesse d'évoluer. Tu sais, comme tu disais, passer de 5 à presque 200 là, en 25 ans. C'est donc, beaucoup, hein? En 10 ans, qu'est-ce qui va se passer quand on voit une hyper-accélération de l'industrie au complet? On a hâte de voir ce que ça va donner. Et là, on arrive à la fin. Il y a une séquence qui s'appelle la séquence entrée plat dessert. Il y a une question pour l'entrée, une question pour le plat, une question pour le dessert. Je suis végétarienne, ça change quelque chose? Non, c'est parfait. C'est des questions, entre guillemets, qui me sont passées par la tête, beaucoup plus directes. C'est répondre du tac au tac. C'est vraiment de ce que je me suis posé en termes de questions. Forcément, il fallait que je l'aborde. Il y en a certains qui disent que les vins québécois sont trop chers pour ce qu'ils offrent. Qu'est-ce que toi, tu réponds? J'en parlais tantôt. C'est sûr que ça va être plus cher chez nous. Bon, il y a la protection hivernale, mais ça, c'est pas le coût énorme. Mais tu sais, nous, notre masse salariale est beaucoup plus importante à cause des salaires de base. Puis on est les premiers à pas vouloir diminuer ça, là. Nos travailleurs, ils travaillent fort. Donc, comme ça représente autour de 50 % de nos dépenses, c'est sûr que ça va toujours être un peu plus cher. C'est pas des vins africains où on paye 3 $ de l'heure, là, tu sais. On est au moins au salaire minimum, puis ça, c'est quand tu commences. Beaucoup de nos employés sont spécialisés et gagnent vraiment beaucoup plus cher que ça, là. Alors ça, c'est la grande raison pourquoi le vin est plus cher, là. C'est bien de le dire, ça me convient complètement. Pour le plat, j'en ai une autre, c'est quel est le plus gros mythe ou mensonge que tu as entendu sur les vins québécois?
Un bruit de couloir que En ce t'entends moment, et qui en te ce moment, tanne je un pense petit que peu. les gens, ils se trompent sur les vins rouges. J'entends beaucoup, les vins rouges du Québec. Nous, on est reconnus pour nos vins rouges. Et puis, moi-même, j'aime mes vins rouges, mais il y en a beaucoup d'autres vins rouges du Québec que j'aime, là. C'est sûr que c'est des vins avec moins de tanin, là. Tu sais, le tanin, c'est ça qui crée l'astringence, beaucoup dans ta bouche, là, tu sais, là. On est moins là-dedans au Québec, mais si tu veux trouver un vin très digeste, les vins rouges québécois, c'est parfait, là. Puis tu te casseras pas la nénette trop à choisir, là. Il y en a plusieurs qui sont comme ça puis qui sont intéressants, là. Fait que ça, c'est un mythe qui me fait de la peine. Mais on avait le même mythe concernant tous les vins du Québec il y a Mais pas c'est si ça, longtemps. ouais. Donc Là, on est évolue vivant. quand même, tu sais. C'est ça. Non, mais c'est bien de le dire. Pourquoi vouloir ressembler à un autre vin? C'est pour ça que je trouvais ça intéressant de poser Mais cette tu question. sais, tu vas l'acheter à SAQ, un vin de Grèce. Tu te poseras pas de questions sur le cépage. Le vin va être dans le prix que tu veux payer, autour de 20 $. Puis tu es sûr qu'il est bon. T'auras même pas le même réflexe de faire ça pour un vin du Québec. Pourquoi? Hey, l'aventure, c'est l'aventure. Tu sais, pourquoi pas faire ça chez vous, là? C'est vrai. Tu sais, peut-être tu vas te tromper, mais tu pourrais te tromper sur un vin grec aussi, là. Je parle grec, là, tu sais, mais ça peut être n'importe quel autre vin, là. Soyez curieux, c'est ça le Ben message oui, au final. Être, exact. la Essayez. No curiosité. guts, no glory. C'est clair, les industries évoluent tellement que faut toujours redonner une chance et Ouais. se laisser l'opportunité de faire des découvertes. Donc très cool, ça me convient pour le plat. Et le dessert, c'est la même question que je pose absolument à tous les invités. C'est si tu pouvais voler une idée marketing à une autre marque ou le marketing entier d'une marque, laquelle ce serait? On m'a donné toutes les réponses. Ça va pas mal être dans l'agroalimentaire. Par exemple, Chef Oli qu'on a reçu, il m'a dit, moi, je veux voler le marketing de Ricardo, par exemple. En ce moment, sais-tu qui? Le whisky. Y a-tu des amateurs de whisky, si je ne bois pas? Whisky Magala? Magala? Qui a fait. Ils ont fait. T'es au courant de ça? Ils ont fait une entente avec Bentley. Et puis, écoute, c'est extraordinaire ce qu'ils font. J'invite tout le monde à aller voir leur Ouais, Instagram. Tu l'as vu? J'irai voir, ouais, non, On je va suis voir, curieux. écoute. Et eux, ils ont développé une fondation pour les artisans et à qui ils font faire des boîtes de whisky pour des occasions spéciales. Eux, c'est plus facile que moi faire des nouveaux produits en distillerie, là, fait qu'ils ont cette chance-là. Mais quand même, comment ils ont fait cette association-là, c'est phénoménal. Eux, il faut dire aussi qu'ils ont des clients à l'international, donc tu vas voir sur leur Instagram, ils sont beaucoup avec des Asiatiques qui sont des consommateurs de whisky, puisqu'on en fait au Japon et puis tout ça. Mais il y a des gens de partout au monde. Alors, c'est très high class. Je voudrais jamais être à ce niveau-là, mais c'est fascinant. Ouais, de qu'est-ce juste qu'on apprécier fait. une C'est action beau. marketing. Ouais. Ok. Mais je vais m'en inspirer. Il y a des Mais- choses dedans, là, que, ouf. Je vais absolument aller voir ça parce que je suis très curieux. Là, tu l'as bien vendu. Mais super. Ben là, on arrive à la fin de cet épisode. Est-ce que tu as quelque chose à partager? J'allais dire une actualité. Il sortira sûrement dans 1 ou 2 mois, celui-là. Donc, tu sais, s'il y a un truc qui s'en vient, ou autre, ou... En fait, c'est actuel parce qu'on vient juste de tout sortir la collection. On a fait 3 vins biologiques. C'est la première fois qu'on fait une collection biologique. On a reçu notre certification il y a 1 an, donc on peut produire Ouais. à partir de ce raisin-là. Donc, 3 vins qui sont à la SAQ, chevaleresque, romanesque et arabesque, qui sont vraiment des vins vraiment très, très intéressants. Alors, une autre fois qu'on se rencontrera, je te raconterai pourquoi on est devenu biologique. Une autre affaire très, très ça, humaine. c'est un très bon teasing. Et merci à vous qui nous avez écoutés ou regardé jusque-là. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à mettre une note 5 étoiles sur les plateformes d'écoute. Si vous avez des questions pour le balado ou pour Anne-Marie, on pourra lui communiquer aussi, donc dans la section commentaires. Mais surtout, merci Anne-Marie Ça me fait d'avoir plaisir. participé à Venez ça. nous voir. Ouais, allez visiter le vignoble. Toi On aussi. a vu que c'était vraiment, il faut que j'y aille. On a vu que c'était vraiment le côté expérience qui était important. Ouais. On a fait un beau balado en plein milieu du parc. On a eu une belle journée. C'était hyper agréable. J'ai pas vu le temps passer. Je crois qu'on est à plus d'1h20. OK. Aïe. Donc, on a bien fait ça, mais c'est hyper intéressant. On a abordé continuer, si tu veux. Mais... plein de sujets. Ouais, on leur annonce la nouvelle. On fait 24 heures là de direct. C'est un marathon. Mais donc, merci. Et, Bienvenue. Ça m'a fait plaisir. C'était très c'était un agréable. plaisir. Et à la prochaine pour un nouvel épisode. Merci Anne-Marie.